Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu une bonne semaine et que vous êtes en forme. Cette semaine, je vous avoue, je vais encore aborder un sujet un petit peu lourd et anxiogène. Avez-vous entendu parler de ce procès qui se déroule depuis quelques semaines en Allemagne autour du scandale des religieuses allemandes qui ont loué des garçons orphelins à des hommes d'affaires pour des gangbangs et orgies? Un rapport documente d'horribles actes de viol et d'abus sexuels sur de jeunes garçons qui ont été facilités par des religieuses appartenant à l'archidiocèse catholique de Cologne en Allemagne. Accrochez-vous, vous allez voir, c'est sordide. Les conclusions de l'enquête qui s'est achevée le mois dernier et découle d'un procès intenté par les victimes contre l'archidiocèse n'ont pas été rendues publiques, mais le contenu du rapport fait l'objet de fuites dans plusieurs médias. Il s'agit d'un rapport bouleversant de 560 pages décrivant des décennies d'abus sexuels aux mains de religieuses cupides et de prêtres pervers et qui brosse un tableau troublant des abus systématiques dans l'Église allemande. Le rapport est le résultat d'un procès alléguant que des garçons orphelins vivant dans les pensionnats de l'ordre des Sœurs du Divin Rédempteur ont été vendus ou prêtés pendant des années à des prêtres prédateurs et des hommes d'affaires dans un commerce de viol. Certains des enfants ont été intentionnellement empêchés d'être adoptés ou placés dans un foyer d'accueil, déjà parce qu'ils étaient parmi les favoris de ces vieux pervers et que leur vente pour viol remplissait les coffres de leur couvent de l'horreur. Certains des garçons ont ensuite été préparés à devenir les esclaves sexuels de pervers. Un rapport qui a réussi quand même à fuiter, vous allez voir comment, a conclu que 175 enfants, pour la plupart des garçons âgés de 8 à 14 ans, ont été maltraités pendant 2 décennies. Et c'est là que c'est le plus hallucinant. L'enquête, à la fin, puisque je vous dis elle est en cours, a refusé de blâmer directement les religieuses impliquées dans le programme de ces malades, arguant plutôt que les abus étaient le cas d'erreurs de gestion systématiques et de la clémence accordée aux personnes accusées d'avoir participé à des crimes abominables. Bah oui, en fait c'est parce que c'était des grosses empâtes ces religieuses. Hein. Elles pensaient pas à mal, elles pensaient avec leur grand cœur miséricordieux au bien-être de ces pauvres pervers, malades, psychopathes. Non mais faut l'entendre quoi. Il faut savoir que ce procès fait suite à une affaire distincte contre l'église allemande qui a été menée par Karl Hauke, 63 ans, qui a demandé à l'archevêque de Cologne de mener une enquête complète sur les crimes sexuels commis par les membres du clergé. Enquête qui s'est terminée en janvier 2021. Donc vous voyez, c'est très très récent. Et c'est très très récemment qu'on entend ce genre d'énormité. Mais les détails de ce rapport d'enquête étaient si horribles que l'archevêque Reinhard Maria Wolki a refusé de le rendre public, exigeant que tous les journalistes qui le verraient signent des accords de confidentialité. 8 journalistes allemands ont quitté une conférence de presse en janvier après s'être vu refuser l'accès à l'enquête de l'Église à moins qu'ils acceptent de ne pas publier le contenu. Donc, chose positive à retenir, parce que vous allez voir dans ce sujet, il va pas y en avoir des masses de choses positives à retenir. C'est que il y a des gens qui gardent une certaine intégrité, une certaine déontologie et qui, même pour un scoop, aujourd'hui, sont capables de quitter une salle de conférence sur un sujet d'actualité parce qu'ils ne veulent pas participer à l'omerta ambiante. Et ça, je pense qu'il faut saluer ces journalistes, d'autant plus qu'ils ont réussi à se procurer quelques bribes des rapports et qu'ils n'ont pas hésité à les publier. Et c'est comme ça que grâce à ces fuites et grâce à ces journalistes, on a su qu'en fait, ce rapport nommait divers hommes d'affaires allemands et de membres du clergé complices qui ont loué les jeunes garçons aux religieuses dans les années 1960-1970. Donc du coup, on se demande si c'était vraiment pour protéger les gens des détails sordides ou pour protéger les hommes d'affaires allemands. Je pense qu'on a un petit peu la réponse. Parmi les pires cas d'abus, on trouve les gangbangs et les orgies auxquelles les jeunes garçons ont été contraints de participer avant d'être renvoyés au couvent
où, en plus, les religieuses les punissaient ensuite pour avoir froissé leurs vêtements ou pour s'être retrouvés malencontreusement couverts de sperme. Non mais, vous rendez compte? L'évêque Karl-Heinz Weichmann, qui dirige maintenant l'archidiocèse, a déclaré que le rapport d'abus était tellement sanglant qu'il serait donc trop choquant de le rendre public. Ouais, Monet, ouais, c'est tes potes que t'as voulu protéger, monsieur Karl. Je suis d'accord avec le fait qu'on n'est pas obligé de faire dans le sensationnalisme, mais de là à ne révéler aucune information, faut arrêter de nous prendre pour des buses. Parce qu'en vérité, c'est ni plus ni moins qu'étouffer une affaire dans le plus grand des calmes. Et le tout cautionné, encore une fois, par les plus hautes instances. En même temps, j'ai envie de vous dire comment être surpris par un pays qui, dans les années 1970, a validé l'expérience Kindler. Pendant plus de 30 ans, les services sociaux de la capitale allemande ont confié en toute connaissance de cause la garde d'enfants à des pédophiles dans le cadre d'une expérience promue par le sexologue Helmut Kindler. Son but était, accrochez-vous, de resociabiliser ces enfants en difficulté. Et quel est le meilleur moyen que de les envoyer dans la gorge du loup? J'ai un doute sur cette expression, dites-moi si je me trompe. Mais bon, l'homme décédé en 2008 a défendu toute sa vie la pédophilie et l'amnistie des adultes qu'il a pratiquée dans un ouvrage qui fut très 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 populaire et que, comme vous le voyez en image, vous pouvez toujours acheter sur le Amazon allemand. Et dans cet ouvrage, il expliquait que les relations avec les enfants n'étaient pas du tout problématiques. Influent, il avait même convaincu la mairie de Berlin que sa solution était la bonne. Le placement des enfants chez les pédophiles a donc débuté dans les années 1970 et ne s'est achevé que 30 ans plus tard. C'est ainsi qu'un concierge, condamné pour abus sexuels par exemple, s'est vu confier la garde des enfants à plusieurs reprises par les dirigeants de la ville. Selon les estimations, il aurait violé au moins 9 garçons mineurs sans jamais être condamné, ni même inquiété par la justice. L'homme a continué même de recevoir de l'argent contre la garde des enfants jusqu'en 2003. Jusqu'à la fin, Kindler était considéré comme un penseur progressiste et un membre respectable de la communauté scientifique. Au moment de sa mort, le quotidien allemand Tageszeitung, bon, ça semble plus chinois qu'allemand dans ma bouche, mais en même temps, vu ce qu'a dit le magazine, on n'a rien à foutre de ne pas pouvoir aller le consulter, l'a qualifié de combattant méritoire pour une morale sexuelle permissive dans une nécrologie, tandis que divers groupes de défense des droits de l'homme et même certaines autorités de l'Église protestante se disputaient le succès de sa vie. Genre non, c'est moi qui ai eu l'idée des enfants chez les pédophiles. Mais non, arrête, c'est moi. Non, mais vous vous rendez compte l'énormité du truc. Et ça, c'est encore plus abject, d'accord? Surtout que Kindler, il a jamais dissimulé quoi que ce soit. Dans les années 90, il avait même fait une interview dans laquelle il expliquait clairement, posément, avec des mots qui ne prêtaient absolument pas à confusion, qu'il avait envoyé des enfants vivre avec des pédophiles dans le cadre d'une expérience. L'homme n'a absolument jamais caché son point de vue sur le sujet, car il a répété à maintes reprises dans ses œuvres que la stigmatisation sociale est pratiquement la seule partie traumatisante d'une relation sexuelle entre un adulte et un enfant. Bah oui. Au-delà de cette stigmatisation sociale, tout va bien, il n'y a pas de problème. Et attention, ce n'est récemment que tout a été mis en lumière. Encore une fois, s'il y a quelque chose à retenir, on dirait que les choses s'accélèrent et que le temps des révélations est bel et bien lancé. Vraiment, ça fait du bien. C'est le seul truc qui fait bon de se dire. Ah, les langues se délient, les procès pullulent et se multiplient, ça veut dire que peut-être les choses sont réellement en train de changer. Et comme on le sait, c'est du chaos que va sortir la lumière, donc il faut se réjouir. S'offusquer, clairement, mais se réjouir de se dire que bon, au final, ça sort, quoi. Il aura donc fallu que 2 hommes courageux portent plainte pour que la mairie décide enfin d'enquêter sur ces pratiques. Marco et Sven, 2 victimes de ce système organisé, comptent comprendre comment cela a été
possible. Lors d'une conférence de presse tenue le 20 juin 2020, Wolfgang Schroeder, l'un des experts missionnés par la mairie de Berlin pour enquêter, a assuré clairement au vu et au su de tout le monde que cette dernière n'avait pas seulement toléré, elle a encouragé ces pratiques. Et pareil, on félicite Wolfgang Schroeder de ne pas, alors qu'il était missionné par la mairie, de ne pas avoir eu peur de la mettre en porte-à-faux. Voilà, encore une preuve qu'il y a encore des gens avec du panache et des convictions. Parce que clairement, le projet de Kindler, que certains médias allemands décrivent maintenant comme rien de moins qu'un puissant réseau pédophile déguisé, n'aurait pas pu durer aussi longtemps sans le soutien tacite des autorités. En Allemagne, il faut savoir que le placement en famille d'accueil, comme dans la majorité des pays, relève de la responsabilité des bureaux d'aide à la jeunesse et des services publics de la protection de la jeunesse. Et c'est d'ailleurs ce que je vais les citer parce qu'encore une fois, quand il y a des résistants et des combattants, même si je suis désolée d'avance de s'aborder leur nom, on va leur rendre hommage. Donc c'est d'ailleurs ce qu'ont déclaré le docteur Meike Bader, le docteur Caroline Oppermann, ainsi que les professeurs Julia Schroederg et Wolfgang Schroederg. Il s'avère même, toujours d'après les recherches menées tambour battant par les personnes que je viens de nommer, que Kindler avait de nombreux soutiens de haut niveau et ils ont nommé, notamment le sénateur de l'éducation et de l'enseignement de l'époque, Karl-Heinz Evers, le sénateur de la jeunesse et des sports, Kurt Neubauer, et le sénateur du travail et des affaires sociales, Kurt Exern, ainsi que Willy Brandt, alors maire de Berlin et futur chancelier de l'Allemagne de l'Ouest, qui est purement et simplement une icône de la politique allemande. Encore une fois, on a la preuve, si on avait besoin de plus, que ces gens qui sont élus par le peuple comme garants d'une certaine moralité, parce que qu'on soit clair, les gens qui votent, ils s'identifient à leur homme politique, ils s'identifient aux valeurs véhiculées, c'est pour ça qu'il y a tout un staff de spécialistes de la communication qui leur dit quoi faire, comment agir, il faut qu'ils soient mariés, il faut qu'ils aient une image. On se rend compte que c'est le pire et que c'est que du bullshit. Alors arrêtez de vous diviser autour des hommes politiques. Arrêtez de croire que sous couvert de diplôme, ça rend votre âme morale ou intègre et que le diplôme est garant d'une ligne de conduite irréprochable. Loin s'en faut. Diplôme, pouvoir, clairement, folie. On va être obligé de se rendre à l'évidence parce que dès qu'ils ont un petit peu de pouvoir, ils deviennent fous. Mais fous, nos limites, quoi. Bref. Le fait le plus déroutant concernant Kindler est qu'il a été considéré et apparemment toujours considéré comme une autorité dans son domaine, malgré toutes les révélations troublantes sur les opinions et la nature de son travail. Après tout, ni l'équipe de l'université de Hildesheim, ni les autorités de Berlin n'ont ouvertement critiqué l'homme dans leurs réponses. Comme si malgré les plaintes et les preuves de ses vices, il ne pouvait s'empêcher de penser qu'après tout, cela avait peut-être eu lieu au nom du progrès social. Ben oui. Car pendant des décennies, Kindler a réussi à imposer sa place parmi les experts en sexologie respectés et qu'il était devenu un commentateur populaire à la radio et à la télévision. Du coup, forcément, ça laisse des traces. Encore une fois, le gars, il est propulsé devant les télés, on le cite, reconnu par les grandes instances politiques. Mais du coup, quand on a créé une réputation tellement extraordinaire autour d'un pervers psychopathe, en collectif, quand la télé te dit que c'est un héros, quand tout le monde te le vend comme un progressiste, quand, voilà, ben forcément, ceux qui avaient encore des bribes de conscience, de morale, ils en sont venus à douter d'eux-mêmes. Carrément, c'est à se demander s'ils n'ont tout simplement pas accepté de fermer les yeux sur un tabou pour ne pas affronter le dit visionnaire progressiste, longtemps en plus considéré comme l'un des fondateurs de la sexologie, par peur d'être considérés comme des réactionnaires rétrogrades. Ben oui, l'image aujourd'hui, ça fait des ravages. Hein, on n'impose plus son point de vue, on suit la masse, on écoute la télévision. Si la télé et les 3 organismes de presse complètement corrompus le disent, on va se faire tout petit, on va bien fermer sa gueule et on va dire oui, c'est vrai. Il a vendu, vous vous rendez compte quand même, il a vendu
une expérience où il était normal de confier des enfants à des pédophiles. Et le procès a quand même tenté de légitimiser le truc, quoi. Parce que je veux bien comprendre qu'ils avaient la pression, mais quand même, parce que Kindler, faut pas l'oublier, il a été considéré comme les fondateurs de la sexologie moderne par toute l'Allemagne, et il a été utilisé, et ça je crois que c'est la cerise sur le gâteau, comme expert dans des litiges pour abus sexuels dans des procès. Donc forcément, on se doute bien que tous les pédophiles ont dû être relaxés, vu que c'était une vision progressiste de la sexualité. Là, vous allez voir, les conclusions du procès ont été que le Sénat de Berlin a quelque chose à faire ici. Mais toutes les personnes et institutions dont certaines considèrent encore cet homme comme un modèle à suivre doivent y réfléchir. La dernière phrase m'a fait halluciner. Il y a des mecs qui doivent y réfléchir. Oui, remettez-vous en question. C'était pas cool, les gars. Vous vous rendez compte, vous avez peut-être fait une erreur. Après, on comprend, hein, le type, c'était le top dans son domaine. Donc, mais bon, évitez que ça se reproduise. Moi, je suis dégoûtée par cette histoire. Réfléchir à quoi, s'il vous plaît? Je sais pas, comme moi, si vous avez des envies de meurtre, que vous êtes en train de sauter comme une puce sur votre fauteuil, mais le sous-entendu m'a rendu malade. Genre, il y a encore débat, quoi. Il y a des mecs qui croient qu'ils ont le droit de continuer à pouvoir dire que si, après tout, le gars, il était spécialiste, c'est que c'était pas une aussi mauvaise idée que ça. Mais fermez-la à tout jamais. Et après, on s'étonne que le monde parte en cacahuète. Après, clairement, personne se dit que quand même, c'est peut-être la porte ouverte à toutes les déviances. Tout se justifie, s'explique, s'intellectualise à partir du moment où que la personne qui le dit a un diplôme ou des amis à des postes stratégiques. Bienvenue en 2021. Comment donc s'étonner après cela de voir des sites comme Rapé.com et des gens comme Nathan Larson se proclamer pédophiles et fiers de l'être? Cette histoire est hyper récente ici aux États-Unis, c'était fin 2020. Rapé.com est un site qui ressemble de prime abord à une espèce de Reddit ou de 4chan, pour ceux qui connaissent, à cela près qu'il est à l'attention des violeurs, pédophiles et autres meurtriers. Cette histoire est folle. Et petite précision, encore une fois, dans cette histoire, ce n'est même pas la police qui a dénoncé le truc, mais Bella de Masi, une jeune maman qui a mené une enquête sur les réseaux sociaux et qui, toute seule, a décidé de tout mettre en œuvre pour faire fermer le site et surtout pour qu'on réussisse à identifier tous ces malades. Et tenez-vous bien, c'est sur Facebook qu'elle a entendu parler du site et qu'elle y est allée faire un tour et qu'elle a découvert que ce site regorge de pédophiles qui cherchaient à rencontrer et à hameçonner des enfants pour les abuser. Et entre eux, ils se donnent des tips, des trucs et astuces sur comment séduire des enfants, ou pire, comment en acheter. Les gars échangent en gros leurs bons plans. Et l'horreur est totale quand Bella se rend compte que même certains parents racontent avec force détail comment ils abusent de leurs enfants. Et le site fait l'apologie du viol et du meurtre. Ils expliquent comment dissimuler les corps, creuser des tombes, dissoudre des os, et le tout justifié par des déclarations à la Kindler, à savoir « Mais non, les gens se trompent, le viol est une façon d'exprimer l'amour. » Et qu'en plus, si forcément des sexologues réputés l'ont dit avant eux, c'est qu'ils n'ont pas à en avoir honte. Et qu'eux aussi, ils ont le droit à la liberté d'expression. Cependant, quand même pas folles les mouches à merde, ils ne partagent pas des photos pornographiques directement. Bah oui, parce que il n'y a pas de tabou, pas de limite, mais ils ont des règles. Enfin, histoire surtout de ne pas se faire reprendre. Mais les administrateurs les encouragent cependant à le faire en privé. Et c'est justement en se concentrant sur les administrateurs que Bella de Masi a pu remonter jusqu'à Nathan Larson. Connu pour s'être présenté comme candidat au Congrès, c'est quand même bizarre que, si vous notez comme moi, c'est toujours dans ces secteurs un petit peu d'activité que c'est là où il y a les pires raclures de fond d'égout, hein, de la fiente de pigeons malades. Donc lui, il courait, qu'il était candidat au Congrès en Virginie, fan, petit détail qui a son importance, d'Adolf Hitler, revendiqué suprémaciste blanc,
Soit on les a tous les défauts, soit on les a pas. Il voulait construire une société patriarcale où on peut frapper sa femme à chaque fois que le cœur vous en dit, car les femmes ne sont que des objets sexuels, voire de simples usines à enfants, selon ses propres mots. Ils ont laissé ce type courir à un poste politique. Enfin bref. D'ailleurs, comble de l'ironie, il était marié et son épouse a fini par témoigner de coups et de blessures et de viols à répétition dans le but avoué qu'elle tombe enceinte pour pouvoir par la suite abuser de leur enfant. Et il lui disait ouvertement, c'était le fantasme de sa vie. Vomir. Le gars est donc pédophile notoirement reconnu, qui milite pour rendre légale la pédophilie et personne ne l'emmerde. Toi, tu vas soutenir un parti politique, un candidat, un comique, je me répète, mais ça me tue, et on te boycotte. On ferme ton compte sur les réseaux, bref, t'es roulé dans la boue, on te fait passer pour un psychopathe raciste, et bref, j'en passe. Mais le pédophile, lui, il a le droit de s'exprimer. Grâce à ces investigations, Bella a réussi à attirer l'attention du FBI. Finally. Et là, avant de faire fermer le site, les gars prenaient, bien évidemment, tout le temps du monde, invoquant les procédures. Bah oui, les procédures, ça prend du temps, il y a de la paperasse. Rappelez-vous qu'ils ont fermé le compte Twitter d'un président en une nuit. Donc un président, quand même, en une nuit, il n'y a pas de procédure, il n'y a rien, ils y vont à la machette. Mais un site pédophile, avec un rassemblement de pédophiles, non, c'est compliqué, tu vois. Il y a des steps à respecter, tu as des papiers à remplir, qu'on me dise encore qu'il n'y a pas des tentatives pour protéger ces gens. Et comme je pense, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, je te slappe la figure fort. Et ça a pris tellement de temps que ce sont les Anonymous qui ont décidé de supprimer eux-mêmes le site. Site qui a réouvert aussi sec, parce que d'ailleurs, Rapé.com, il faut savoir, petite précision, que si je vous donne le nom de ces sites, c'est bien entendu qu'aujourd'hui, ils sont shut down. Je ne me risquerai pas à donner le nom de sites qui éventuellement seraient toujours en ligne. Donc avant Rapé.com, il s'est appelé de plusieurs noms, et chaque fois, c'est facile. Tu fermes, tu en réouvres un autre avec une autre adresse IP, un autre identifiant. Le gars savait se servir d'Internet. Donc, il avait la possibilité, il s'y connaît suffisamment pour, dès que tu le fermais, réouvrir, etc., etc. Et alors, les Anonymous ont tapé un gros coup sur la table en collectant des infos sur la totalité des membres de ces sites et ont menacé de les révéler sur la place publique si elles se reconnectaient à nouveau sur le site. On est d'accord quand même que si les Anonymous, ils peuvent le faire, ça, les agents du FBI qui ont quand même une équipe de cybercriminalité, ils auraient pas dû avoir autant de mal que ça. Et là, bien évidemment, quand tu menaces de révéler les noms, bah là, tous les rats quittent le navire. Comme de par hasard, là, rapidement, puisque ça s'est passé le 18 septembre 2020, les enquêteurs du FBI ont contacté Bella pour récupérer toutes les preuves qu'elle avait récoltées et que les Anonymous lui avaient fait parvenir. Et devinez quoi ? Pas d'interpellation. Le gars, il est même passé à la télé entre-temps pour se justifier. Il a proposé à Bella de Masi un débat télévisuel pour discuter de leurs points de vue divergents. Rien de plus. Et tout aurait pu en rester là, mais devinez quoi ? Le 21 décembre 2020, Larson a été arrêté à l'aéroport international de Denver lors d'une escale avec une fillette de 12 ans qu'il avait enlevée et qui était portée disparue depuis le 14 décembre. Larson est finally accusé d'avoir hébergé une mineure ainsi que d'avoir kidnappé, enlevé un enfant, sollicité de la pornographie enfantine d'une mineure et rencontré un enfant dans l'intention d'avoir des relations sexuelles. Et aux dernières nouvelles, il est enfin incarcéré à la prison du côté de Denver. Il était censé passer au tribunal le 24 décembre et depuis, bien évidemment, plus rien non plus. Donc, dites-moi encore que les institutions ne protègent pas nos enfants et il se pourrait bien que je vous crache à la gueule. Donc voilà, encore une fois, vidéo un petit peu anxiogène, très 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 énervante, profondément perturbante et assez hallucinante. Ouais, je me lâche en qualificatif. Je vous avoue que je vais essayer de mettre un petit peu un frein à ça parce que émotionnellement,
c'est très difficile, en vérité. C'est des choses, on se rend, même des fois, c'est même inconscient. On se rend pas vraiment compte que ça t'affecte. Enfin non, c'est pas vrai. Tu te rends compte que ça t'affecte, mais pas à ce point. Donc je vais éviter de faire... Là, je pouvais pas passer à côté des conclusions de ce procès en Allemagne, là, parce que vraiment, ça m'a... Et puis En fait, j'ai eu des infos, hein, on en a déjà parlé, synchronicité, j'ai eu des infos qui se sont tellement suivies que je me suis dit que je ne pouvais décemment pas passer tout ceci sous silence ou attendre une semaine de plus. Les amis, je tiens d'abord à vous remercier. Vous savez que j'ai ouvert un compte PayPal pour soutenir la chaîne dans l'espoir de pouvoir y consacrer as much time I can. Donc, je veux remercier mes premiers donateurs. Merci, j'ai été extrêmement touchée. Dites-moi si je peux vous citer, parce que j'avais envie de citer les gens nominativement pour leur faire, si ça vous gêne ou pas. Dites-moi-le dans les commentaires, c'est important. Je vous remercie. Pour ceux qui veulent suivre le mouvement, soit vous cliquez sur le petit icône PayPal dans le panneau de ma chaîne, soit vous allez, je pense que j'aurai eu le temps de le faire, dans communauté, et vous cliquez sur le lien, soit ce sera dans le descriptif de cette vidéo. Vous êtes au top, continuez à liker. Vous avez vu la dernière vidéo, j'ai été choquée, un seul et unique dislike. Bon, je pense que je sais qui c'est, je pense que c'est quelqu'un qui m'aime pas. Parce que un dislike comme ça sorti de nulle part, c'est très certainement un truc perso. C'est quelqu'un, voilà. Donc continuez à liker à fond parce que plus je suis liké, l'algorithme YouTube me suggère, plus on est nombreux, plus on est fort, plus on est fort, plus on se donne de la force. En parlant de donner de la force, je veux vraiment remercier et encourager Nadège Russo et son site wellness.com. C'est dans la barre de description. Allez-y, vous allez voir. Ces produits sont 100% naturels et pour avoir rencontré des gens qui avaient déjà essayé ce type de produit, je sais que ça marche et en plus elle vous offre un code, donc allez voir parce que vraiment moi elle a gentiment envoyé un colis à ma maman qui a des problèmes d'arthrite ou je sais plus comment c'est en français, en tout cas des voilà. Et je vous ferai un retour parce qu'apparemment c'est magique. Je connais quelqu'un ici aux États-Unis qui l'a fait et c'était son grand-père, a été vraiment hyper soulagé. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas la petite cloche quand vous vous abonnez pour avoir les notifications. Encore merci pour tous les partages que vous faites sur tous les réseaux sociaux sur lesquels je ne suis pas, ça m'aide énormément. Je vous le répète, mais je vous le dis avec le cœur, vous êtes une communauté au top du top du top. Personne n'a une meilleure communauté que la mienne. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et n'oubliez pas les amis, stay safe.